Alors l'autre jour, vous avez Donald Trump, qui est actuellement le 47e président des États-Unis d'Amérique, qui a proposé de récupérer donc le Groenland, qui a proposé que le Canada devienne le 51e État des États-Unis d'Amérique, et qui a aussi dit que les accords commerciaux avec le Panama étaient trop élevés, trop chers pour les États-Unis d'Amérique, et il proposait donc d'annexer le Panama. Donc ça fait beaucoup d'annexions pour un seul et même président, hein, il faut le dire, mais il faut bien comprendre les enjeux politiques et géopolitiques, bien évidemment, qui se cachent derrière ces annonces qui peuvent paraître farfelues à tout auditeur qui regarde ça un petit peu de loin. Ici, on va donc comprendre donc les enjeux géopolitiques. Bien évidemment, on va voir donc une partie historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les États-Unis ont récupéré autant de pouvoir, ont pris autant de pouvoir sur la scène internationale? Et quels sont les enjeux derrière des aveux à l'oral, hein, qui sont juste orales et non pas des déclarations de guerre, qui mettent en avant, hein, de façon directe, l'annexion du Groenland, du Canada et du Panama. Alors pour ce faire, et si vous me permettez, on va faire un petit rappel historique de tous ces événements qui se sont passés à travers le monde pour qu'on arrive à nos sociétés actuelles. Vous inquiétez pas, hein, ça va être très très rapide. Donc pour rappeler un petit peu tous ces événements, hein, on va remonter donc aux origines. Donc aux origines, hein, si on peut résumer l'histoire du commerce, il y a un lien commercial entre l'Occident, hein, qui regroupe tous les territoires de l'ancien Empire romain ainsi que les territoires européens, qui se relient commercialement avec la Chine. Donc les liens se font assez rapidement entre les deux civilisations, et très vite, donc à savoir dès l'Antiquité romaine, on a une liaison commerciale entre l'Empire romain et la Chine. Alors, si je puis me permettre, une carte vaut 1000 mots en quelque sorte, donc je vais vous présenter une carte de l'époque, et comme vous le voyez, hein, sur cette carte, on peut voir que l'Empire romain sont des civilisations qui commercent ensemble, mais comme vous le voyez sur la carte, elles ne sont pas reliées directement ensemble. Donc, pour ce faire, pour commercer ensemble, il y a donc un passage obligatoire par le Moyen-Orient, qui va être à l'époque une période de troubles. Ces troubles se poursuivent au fil du temps, et le commerce est de plus en plus rare entre les deux civilisations. Si bien qu'il va y avoir des périodes où il va y avoir un arrêt du commerce entre la Chine et l'Occident, notamment à la chute de l'Empire romain. Donc par la suite, donc les Européens, à la recherche de denrées rares, de tissus, d'épices, de soie et que sais-je, hein, mais à la recherche de denrées qui n'existent tout simplement pas en Europe, décident de partir à la recherche de nouvelles routes commerciales. C'est là qu'arrivent les grandes explorations, que ce soit avec Christophe Colomb, Vasco da Gama ou encore Magellan, qui vont créer des routes de la soie entre la Chine et l'Europe. Ces routes, elles sont faites parce qu'il n'y a plus de possibilité de commerce à travers les anciennes routes qui sont connues pour les Occidentaux et même pour les Chinois. Ce qui fait que finalement c'est assez ubuesque, puisque finalement ces routes vont se relier de par la mer, donc par l'ouest, au lieu de se faire par l'est, donc les routes terrestres, d'accord? Cette commercialisation du monde qui se fait par les mers au lieu de se faire par les terres va arriver à une découverte surprenante, à savoir la découverte de nouveaux continents. Alors ça, vous le savez, au début, on ne sait pas que c'est de nouveaux continents. On croit qu'il y a les continents qui sont connus comme on le connaît à l'époque, donc les trois anciens continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Mais cette commercialisation et ce souhait de trouver les Indes donc va permettre de nouvelles routes, notamment vers l'ouest, et va faire la découverte de nouveaux continents. Donc comme je vous disais au début, ils savent même pas, hein, que ce sont de nouveaux continents, ils ne savent pas. Ils pensent arriver en Chine, et ensuite, donc, au fil du temps, au fil des compréhensions et des rencontres des habitants, eh bien il va y avoir une compréhension que le continent découvert est un nouveau continent. Donc cette découverte, au début, lorsque les Européens découvrent ces nouveaux territoires, ils ne pensent pas directement à la colonisation. Ils placent des comptoirs, ils recréent sur ces territoires des morceaux d'Europe à travers des bouts de porc,
hein. Donc il y a un petit port qui permet de stocker la nourriture ou les denrées rares qui se trouvent à cet endroit-là, ce que l'on appelle donc des comptoirs. Donc les Européens se retrouvent à travers ces petits ports, d'accord? Et donc, grâce à ces petits ports, qui sont des comptoirs, qui sont un petit peu des zones de lien donc, entre le Nouveau Monde et le Vieux Continent, et bien à travers ces comptoirs, il va y avoir une possibilité de commercialisation et de stockage des denrées rares. Donc ces comptoirs deviennent permanents, et on le remarque, donc les Européens de l'époque remarquent qu'il n'y a pas de création structurelle à l'européenne, et c'est là que va arriver donc les phases de colonisation en Amérique. Alors vous allez me dire, donc Atlas a encore pris des produits stupéfiants de l'opium, mais pas du tout, pas du tout. Il faut vraiment comprendre cette partie-là pour comprendre ce qui va suivre. Et l'histoire est encore plus palpitante quand on remonte à l'histoire de l'Amérique. Donc après les phases où l'Amérique est prospère, hein, et où l'Amérique est toujours aux mains des Européens, il va y avoir les phases de décolonisation. La première, hein, la plus remarquable, est la décolonisation des Amériques, qui va donner donc les États-Unis d'Amérique que vous connaissez aujourd'hui. Par la suite, il va y avoir donc notamment de par l'arrivée des Lumières et notamment par l'arrivée de notions de décolonisation en Europe et en Amérique, il va y avoir la décolonisation des territoires d'Amérique du Sud. Donc très vite, et bien sûr au fil du temps, ces territoires qui sont en Amérique du Sud se décolonisent, que ce soit par les armes ou que ce soit par les liens diplomatiques. Donc je vous donne un exemple donc, du Canada qui va attendre le 19e siècle pour se décoloniser, donc de manière, on va dire, sans faire la guerre. De manière à ce qu'il y ait une continuité donc, avec le territoire originel qui est l'Angleterre. Donc ces territoires se décolonisent. Donc, qui dit phase de décolonisation, dit que le territoire mère, qui peut être l'Espagne, le Portugal, la France et même l'Angleterre, hein, donc ces territoires ne gèrent plus donc les territoires américains, sud-américains par exemple, et pour que ces territoires aient une durée de vie, donc il va falloir qu'ils s'imposent par la force. Donc là, on le voit, on passe de deux stades. Le stade donc décolonisation, donc l'essor des territoires américains qui sont sous la mise en garde de l'Europe, et donc à des phases de décolonisation où ces territoires ne sont plus gérés par l'Europe, et de ce fait, ils doivent donc se déployer, et comme vous connaissez l'histoire, ces déploiements sont souvent faits par la force et par la guerre. Parmi les grandes puissances, donc des puissances en devenir, il y a bien évidemment les États-Unis d'Amérique, qui, pendant que les puissances européennes se tentent ou cherchent à diriger l'Europe et le monde, les États-Unis, eux, se construisent intérieurement petit à petit. Une des constatations, notamment, est l'affaiblissement de l'Espagne sur le territoire américain, qui va permettre notamment aux Américains, donc aux États-Unis, de mettre leurs jetons en avant, tout ceci amenant à des guerres, notamment avec le Nouveau-Mexique. Ces guerres vont montrer donc que le territoire espagnol n'a pas construit particulièrement le territoire américain, et que le territoire notamment sud-américain est en proie au bon vouloir des Américains. Un point qui va finir d'achever l'hégémonie européenne en Amérique va notamment être la doctrine Monroe en 1823, qui est un moment clé dans l'histoire des Amériques, énoncée par le président américain James Monroe. Cette doctrine n'interdisait pas les Européens de coloniser l'Amérique, mais elle affirmait que toute tentative de colonisation ou d'intervention européenne dans les affaires des Amériques serait considérée comme un acte hostile envers les États-Unis. Elle reflétait la volonté des États-Unis de dominer l'hémisphère occidental et de s'opposer à toute nouvelle colonisation par les puissances européennes. Donc le but est de protéger les nouvelles nations indépendantes d'Amérique latine qui s'étaient libérées des empires coloniaux, et cette doctrine contribue à limiter l'influence européenne dans l'hémisphère occidental. Donc ici, c'est le début de l'affirmation des États-Unis en tant que grande puissance, qui vont profiter de l'affaiblissement de certains pays comme l'Espagne pour s'étendre, notamment dans les Philippines, qui étaient espagnoles et qui finiront par devenir américaines. Donc par la suite, notamment une série d'erreurs, de contrariétés et de souhaits européens de puissance, notamment, vont amener
aux deux guerres mondiales, qui vont amener également à l'affaiblissement des territoires européens, qui permettront donc aux territoires américains, finalement, en 1945, de faire partie des grandes puissances du moment. Donc l'Europe des colonies se retrouve un petit peu dans le désarroi pour laisser place aux grandes puissances des Amériques et de l'URSS. Donc on le voit, hein, et encore aujourd'hui, l'Amérique est la grande puissance qui est en concurrence face aux Chinois. Pour revenir donc à notre sujet, je vais me permettre de vous lire un article. Donc Donald Trump, nous revenons à notre sujet, donc Donald Trump avec le Canada, le Groenland et le Panama. Et pour ce faire, donc, je vais me permettre de vous récupérer un article américain que j'ai retrouvé. Donc, Donald Trump a annoncé vouloir intégrer le Groenland au territoire états-unien, sans exclure le recours à la force. Une idée fondée avant tout sur des préoccupations sécuritaires. Il s'agit d'empêcher la Chine et la Russie d'accroître leur influence dans cette région stratégique. Il reste que l'acheter ne constitue pas une solution viable pour Washington. Quand en 2019, durant son premier mandat, Trump a proposé pour la première fois que les États-Unis achètent le Groenland. L'idée avait été tournée en dérision et n'avait pas entraîné de retombées importantes, si ce n'est l'annulation d'une visite officielle au Danemark, auquel le territoire groenlandais est rattaché. 6 ans plus tard, la nouvelle offre de Trump pour la plus grande île du monde est de nouveau sur la table. Elle avait été expirée de façon nettement plus véhémente. Dans un entretien le 7 janvier dernier, le futur président n'a pas exclu de recourir à la force pour prendre le contrôle du Groenland. Il a également dépêché son fils aîné à plusieurs représentants sur place, donc le 8 janvier, afin d'afficher ses intentions aux yeux du monde entier. Ce projet bénéficiant d'un soutien du milliardaire Elon Musk à l'aspect financier qui ne devrait pas poser de problème. Donc Elon Musk va dire dans un tweet, qui va être retweeté 5800 fois, et aimé 5800 fois également. Donc le peuple du Groenland devrait décider son futur, et Elon Musk pense qu'ils veulent faire partie de l'Amérique. Pourtant, ils ont déclaré qu'ils ne voulaient pas. Mais Trump n'est pas le premier homme politique américain à vouloir acheter le Groenland. La première tentative documentée d'acquisition de l'île par les États-Unis date de 1868, et la dernière proposition significative en date a été formulée par le gouvernement de Harry Truman en 1946. Les visées expansionnistes de Trump à l'égard de ce territoire s'inscrivent dans une tradition longue. Indépendamment de ce contexte historique, la dernière initiative du président élu semble moins irrationnelle aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2019. En effet, le Groenland est exceptionnellement riche en minéraux critiques, d'après le département américain de l'énergie. Ces minéraux sont essentiellement pour les technologies qui produisent, transmettent, stockent et conservent l'énergie et qui présentent un risque élevé de rupture de la chaîne d'approvisionnement. Donc on le voit, cette proposition, ça ne date pas d'hier, si nous ça peut nous marquer. Eh bien, les États-Unis ont déjà voulu acheter le Groenland, c'est un coin qui est stratégique, notamment en lien avec la Russie et la Chine, qui souhaitent notamment commercer via les routes du Nord. Cependant, le Danemark, lui, ne souhaite pas donner ni le vendre, et ne souhaite pas se mettre en guerre contre les États-Unis d'Amérique. Donc que faire dans le cas où les États-Unis d'Amérique, donc là c'est moi qui parle bien évidemment, mais que faire dans le cas où les États-Unis d'Amérique souhaiteraient prendre le Groenland par la force? Que se passerait-il? Pour ce faire, donc, je vais me permettre une comparaison assez simple des capacités militaires des États-Unis et du Danemark, qui va mettre donc en évidence des différences dues à l'échelle des deux nations, leur rôle géopolitique et leur budget de défense. Donc bien sûr, c'est une drôle de comparaison, on se dirait plutôt comparer les États-Unis et la Chine ou les États-Unis et la Russie, mais comme là, dans le cas où il y aurait une guerre réelle entre les deux territoires, il faut bien comparer les deux. Donc, au niveau du budget, donc les États-Unis disposent du plus grand budget de la défense au monde, avec les dépenses annuelles dépassant 800 milliards de dollars. Également, donc, ça fait donc 3,5% de leur PIB, et ce qui permet de maintenir une force militaire considérable, technologiquement avancée et présente à l'échelle mondiale. Le budget de la défense du Danemark est beaucoup plus modeste et s'élève à 5 ou 6 milliards de dollars par an. Ce montant représente 2% du PIB en conformité avec les engagements de l'OTAN.
Également, au niveau donc, de la taille des forces armées, donc au niveau des États-Unis, il y a un effectif d'environ 1,4 million de militaires en service actif, auquel s'ajoutent plus de 800 000 réservistes. Également, les États-Unis ont des bases militaires dans des dizaines de pays et déploient des troupes sur tous les continents, notamment également le Groenland. Pour ce qui est de l'effectif du Danemark, ils sont 15 000 militaires en service actif avec 4 000 réservistes. Également, l'armée danoise est principalement orientée vers la défense nationale, les missions internationales, en collaboration avec l'OTAN. Notamment, il faut souligner que Donald Trump souhaite arrêter l'OTAN et souhaite quitter donc l'organisation du traité d'Atlantique Nord, ce qui permettrait donc aux États-Unis de pouvoir faire la guerre au Danemark. Également, donc, au niveau de la flotte aérienne, les États-Unis possèdent plus de 13 000 avions militaires, y compris des chasseurs avancés comme les F-22 Raptor et le F-35 Lightning, ainsi que les bombardiers stratégiques tels que des B-2 Spirit. Au niveau de la marine américaine est la plus puissante du monde avec 11 porte-avions, des sous-marins nucléaires d'attaque et une flotte de navires de guerre moderne. Également, donc, les États-Unis possèdent environ 5200 ogives nucléaires. Pour ce qui concerne donc, son allié ou son ancien allié, donc, le Danemark possède une petite flotte de chasseurs, et également des F-16 et des F-35. Et au niveau de la marine reste modeste, mais elle est spécialisée dans des missions de défense maritime. D'accord. Et au niveau de l'armement nucléaire, donc le Danemark ne possède pas d'armes nucléaires et suit une politique de non-prolifération. Pour ce qui est du rôle géopolitique, les États-Unis jouent un rôle de superpuissance mondiale, intervenant dans les conflits majeurs, assurant la sécurité maritime et exerçant une influence politique et militaire à l'échelle planétaire. Le Danemark est un acteur régional, se concentrant sur la sécurité européenne et arctique. En tant que membre de l'OTAN, il participe à des missions internationales et joue un rôle stratégique dans l'Arctique grâce à sa souveraineté sur le Groenland. Pour ce qui est des innovations, les États-Unis investissent massivement dans la recherche et le développement militaire, intégrant des technologies avancées comme l'IA, les armes hypersoniques et le système de défense spatiale. Le Danemark, lui, mise sur les forces modernes, mais modestes, équipées de technologies provenant principalement des États-Unis et d'autres alliés de l'OTAN. Donc on le voit ici, Donc, les États-Unis ont une avance claire sur le Danemark au niveau militaire, et s'ils le voulaient, en quelque sorte, si je puis être familier, ne ferait qu'une bouchée des militaires danois, et pourrait récupérer donc par la force le territoire du Groenland comme le territoire du Canada. Maintenant, il faut dire les faits comme ils sont. Le Danemark reste quand même un allié de l'OTAN, un allié des États-Unis d'Amérique, et les États-Unis d'Amérique n'ont pas vraiment d'intérêt à combattre et faire la guerre au Danemark, comme ils n'ont pas intérêt à faire la guerre au Panama. Ces territoires qu'on qualifie de occidentales, donc, sont des territoires qui sont alliés aux États-Unis d'Amérique, et les États-Unis cèdent donc de l'Europe pour rester la puissance majeure. C'est une chronie également, mais dans le cas où les Européens s'allieraient avec la Russie et la Chine, alors bien évidemment vous vous doutez que ça ne va pas arriver, mais dans le cas où les Européens feraient volte-face par peur de l'Amérique expansionniste, eh bien les Américains se retrouveraient bien plus au dépourvu face à tant de territoires riches et puissants qui souhaiteraient combattre l'Amérique. L'Amérique un petit peu, l'Amérique superpuissante, l'Amérique colonisatrice et envahisseuse. Mais donc l'Amérique garde ses pions en Europe et garde ses moyens de pression également, et c'est ce qui fait que les Européens restent en quelque sorte fidèles et restent alliés aux Américains. Cependant, tout ceci reste une possibilité. Quelles seraient les démarches du Danemark et de l'Europe dans le cas où l'Amérique souhaiterait récupérer le Groenland par la force? Eh bien, il faut savoir que Donald Trump n'exclut pas le fait de vouloir récupérer le territoire du Groenland par la force. Il dit « Nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale ». Donc le président Donald Trump n'exclut pas d'utiliser la force pour s'emparer du territoire danois autonome.
On ne sait même pas si le Danemark a des droits légaux dessus. Mais si c'est le cas, il devrait y renoncer parce que nous en avons besoin pour la sécurité nationale. Il suffit de regarder, il y a des navires chinois partout, il y a des navires russes partout. Nous ne laisserons pas cela se produire. Donc lui, pour lui, c'est des réseaux donc, de concurrence avec les Russes et les Chinois qui, selon lui, seraient déjà en place sur le territoire du Groenland. Donc bien évidemment, le Danemark reste ferme concernant son territoire, hein, ce territoire qui agrandirait la puissance des États-Unis, qui est déjà bien grande, et qui diminuerait encore plus la puissance du Danemark, qui reste, on va dire, assez faible, comparé à d'autres puissances même comme la France, ou même des puissances orientales. Donc le Danemark ne souhaite pas donner ou vendre ce territoire. Dans le cas où elle vendrait son territoire, même si le cas est totalement nul, mais les prix s'estimeraient entre 10 et 1100 milliards de dollars pour le coût du Groenland. Également, tout ceci pose des questions éthiques, mais des questions éthiques profondes que nous allons développer. On peut se dire finalement, certains rigoleraient, mais finalement, il y a deux hommes, à savoir Elon Musk et Donald Trump, qui sont devenus les dirigeants des États-Unis. Le reste vont être des ministres, mais on a l'impression, du monde a cette impression que ces deux hommes peuvent prendre le monde, tout simplement. Eh bien, il faut vraiment se poser la question. Et si les États-Unis devenaient une puissance belliqueuse, ou une puissance qui ne souhaite plus s'arrêter, que se passerait-il? Eh bien, c'est difficile à dire, puisque même si des organisations qui sont grandes pourraient leur dire d'arrêter, eh bien finalement, comment vous pouvez arrêter la première puissance mondiale? Ben là, il va falloir se liguer, comme je l'ai expliqué. Il va falloir que tout un tas de pays qui souhaitent combattre les États-Unis se mettent à le faire. Et il faut aussi se poser la question, est-ce que le fait de prendre le Groenland par la force ne motiverait pas donc d'autres puissances comme la Chine à prendre Taïwan ou d'autres territoires, à attaquer le Japon par exemple aussi, ou la Corée du Nord à s'en prendre à la Corée du Sud? Il faut également se poser la question, à partir du moment où les États-Unis montrent l'exemple, est-ce que d'autres territoires peuvent devenir tout aussi belliqueux? Eh bien, il faut le dire, hein, d'autres territoires, même au Moyen-Orient, deviendraient de plus en plus belliqueux, et des tensions internationales seraient présentes, bien évidemment. Passons maintenant à des faits qui pourraient choquer les plus soudés d'entre vous, on va dire ça comme ça. Si on spécule sur une situation hypothétique où Donald Trump ou tout autre président américain récupérait le Canada et le Groenland, eh bien si on compte donc la superficie des États-Unis qui est de 9,83 millions de kilomètres carrés, celle du Canada de 9,98 millions de kilomètres carrés et celle du Groenland qui forme donc 2,16 millions de kilomètres carrés, eh bien vous auriez une superficie donc avec le 51e État et le 52e État, donc le Canada et le Groenland, de 21,97 millions de kilomètres carrés, soit près de 22 millions. Les États-Unis élargis deviendraient le plus grand pays du monde, surpassant la Russie dont la superficie est de 17,1 millions de kilomètres carrés. Ce nouveau pays donc représenterait environ 15% de la surface terrestre totale de la planète, environ donc 149 millions de kilomètres carrés pour le total. Le pays s'étendrait donc de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique en passant par l'océan Arctique. Il dominerait donc les Amériques et les routes maritimes polaires grâce au Groenland. Les ressources naturelles seraient bien présentes, donc le Canada est riche en minéraux, pétrole, eau douce et forêts. Et le Groenland, lui, est stratégiquement important pour des réserves de terres rares et son potentiel de ressources pétrolières sous-marines. La population totale serait d'environ 375 millions d'habitants, composée par 330 millions aux États-Unis, 40 millions au Canada et 56 000 habitants au Groenland. Cependant, la densité de population dans les régions annexées resterait faible, en particulier au Groenland. Avec le Groenland et les régions qui sont septentrionales du Canada, ce nouveau pays aurait un contrôle quasi total sur l'Arctique, un atout stratégique pour les routes maritimes, les ressources naturelles et l'influence militaire des États-Unis avec ces deux nouveaux États.
Alors les États-Unis, donc à ce moment-là, seraient encore plus puissants que jamais, hein, au niveau des ressources, au niveau des capacités donc militaires et même géographiques. Et là, une fois de plus, soit de nombreuses nations accepteraient cette domination qui est hégémonique, qui est encore plus grande que ce qu'elle n'est aujourd'hui, soit il y aurait donc des demandes belliqueuses, voire des unions d'autres pays pour combattre cette grande puissance. Donc également, comme je vous expliquais, les États-Unis donc souhaitent prendre le Canada et souhaitent récupérer le canal de Panama, qui sont des territoires stratégiques qui aideraient les États-Unis à devenir encore plus puissants et à avoir des coûts beaucoup plus faibles dans leur commerce international. Cette situation ne s'est encore jamais vue auparavant, mais est une possibilité dans le cas où les temps seraient plus durs pour tout un chacun. Une inflation constante, une concurrence désacerbée entre les grandes puissances, une Chine qui devient la première puissance mondiale. La Chine, qui devient donc la première puissance mondiale, mettrait au porte-à-faux les États-Unis, qui auraient des revendications beaucoup plus belliqueuses que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Bon, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Laissez du like, du partage, du commentaire. Dites-le moi aussi hein, si cet épisode vous aura plu, histoire que je m'améliore au fur et à mesure. Pensez à me laisser un petit don, à partager, à commenter, à enregistrer dans vos documents et enregistrer sur votre chaîne YouTube mes vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de qualité. Et je vous dis salut les amis.